Imaginons que l'on lâche deux pommes dans le vide de l'espace, immobiles l'une par rapport à l'autre, et espacées d'une certaine distance qu'on notera grand D. Alors les deux pommes vont s'attirer mutuellement par leur force gravitationnelle puisqu'elles possèdent une masse, petit m. On supposera que les pommes sont identiques, donc elles ont la même masse. Et donc elles vont finir par se rapprocher et se rencontrer au centre. Lorsque la distance qui sépare leurs deux centres vaut leur largeur. Donc on peut imaginer que les pommes sont sphériques, on les représente comme des sphères, on les approxime par des sphères, et donc cette largeur, ce sera petit d, le diamètre d'une pomme. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça va être de déterminer le temps que prennent les deux pommes à se rencontrer. Donc imaginons qu'on les lâche à un certain instant, à une certaine distance grand D. Combien de temps vont prendre les pommes pour se rencontrer au centre, et donc pour que leurs deux centres respectifs soient espacés d'une distance petit d, le diamètre d'une pomme. Alors pour faire ça, on pourrait essayer de faire le calcul avec la relativité générale. Ça s'avère en fait assez complexe et c'est vraiment inutile dans ce genre de situation. On peut utiliser la gravitation de Newton, qui est une excellente approximation pour toutes les situations du quotidien, et en particulier pour celle-ci. Alors ce que nous dit la gravitation de Newton, c'est que chaque pomme va exercer une force sur l'autre. Donc disons que cette pomme-là s'appelle A et cette pomme s'appelle B. Eh bien la force exercée par A sur B, qui est un vecteur donc, qui va attirer la pomme B vers la pomme A, cette force, en intensité, vaut grand G, qui est la constante de Newton, fois le produit des deux masses, donc ici est le même, donc c'est la masse au carré, divisé par la distance qui sépare les deux pommes, qu'on notera R au carré. Alors à l'instant initial, cette distance R, c'est simplement grand D, mais puisque la distance va évoluer quand les deux pommes vont se rapprocher, eh bien on peut lui donner un nom différent, petit r, qui est une fonction qui va évoluer au cours du temps. Alors ce qu'on peut tout de suite faire, c'est remplacer ce grand F, la force, par la masse fois l'accélération. On sait avec la troisième loi de Newton que F égale ma, et donc qu'une force va imprimer une certaine accélération au corps qui se déplace avec un facteur de proportionnalité qui est la masse. Et ça nous permet de diviser par la masse des deux côtés. C'est ça qu'on entend lorsqu'on dit que la chute libre est universelle. La gravitation agit de la même façon sur tous les corps, quelle que soit leur masse. Donc en particulier ce m, alors ici les deux masses sont les mêmes, mais ce m, c'est bien la masse de l'autre pomme, de celle qui attire. Et donc l'accélération de cette pomme-là ne dépend pas de sa propre masse. Alors l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc imaginons qu'on note x, la position de cette pomme, le long d'un axe. Eh bien, ça va être x point point. Les points ici dénotent une dérivée par rapport au temps. Donc x point, c'est la première dérivée, c'est la vitesse le long de l'axe x. Et x point point, c'est la seconde dérivée par rapport au temps, c'est l'accélération, c'est l'évolution de la vitesse au cours du temps. Alors bien sûr, ici, il faudrait mettre un signe négatif, puisque si on s'intéresse à cette pomme-là, eh bien, par rapport à l'axe x, elle se déplace, elle va être attirée dans l'autre sens. Mais si on s'intéresse à la première pomme, eh bien, ce serait avec un signe positif. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment la position de la pomme, mais l'évolution de la distance qui les sépare. Et cette distance, eh bien, ça va être simplement la position de la pomme B, disons xb, moins la position de la pomme A, xa. Donc on s'intéresse en fait à l'évolution de xb moins xa. Et c'est ça qu'on a défini comme étant la distance petit r qui peut évoluer au cours du temps, la distance entre les deux pommes. Donc l'évolution, l'accélération de cette distance, petit r, donc sa dérivée seconde, ça va être la dérivée seconde de cette soustraction. Donc c'est la dérivée seconde de xb moins la dérivée seconde de xa. Et on a vu que xb point point, donc l'accélération de la deuxième pomme, de la pomme b, est négative par rapport à l'axe x. L'accélération de la pomme A est positive, elle est dans l'autre sens. Et donc en fait, ceci, ça revient simplement à multiplier xb par 2, puisqu'on peut remplacer x point point A par moins x point point B. Ceci, ça va nous donner 2 fois cette expression, donc moins 2gm sur r carré. Voilà, donc là on a obtenu notre première équation, c'est cette équation-là, r point point égale moins 2gm sur r carré, qu'on va essayer de résoudre. C'est une équation différentielle, ce n'est pas forcément facile à voir au premier coup d'œil, et donc on va essayer de trouver une astuce pour résoudre cette équation. Alors, l'astuce,
je vais vous la présenter, puis ensuite on va expliquer pourquoi ça fonctionne. Ça va être de multiplier des deux côtés par 2 R points. À gauche, on se retrouve avec 2 R point point R point. Ceci égale cette chose multipliée par 2 R points. Donc on a moins 4 GM sur R carré R point. Alors pourquoi c'est pratique d'avoir fait cette transformation? Eh bien tout simplement parce que de chaque côté, on va identifier la dérivée d'une certaine grandeur. Ici à gauche, on identifie qu'il s'agit de la dérivée, donc par rapport au temps, de la grandeur R point au carré. Pourquoi? Eh bien quand vous avez une fonction au carré, lorsque vous la dérivez, vous obtenez 2 fois la fonction fois sa dérivée. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a 2 fois la fonction R point fois sa dérivée, R point point. De façon similaire, à droite, on identifie la dérivée de 4gm sur R. Alors pourquoi? Eh bien, le 4gm, c'est une constante, donc on peut le sortir. On a la dérivée de 1 sur R. Et lorsque vous dérivez l'inverse d'une fonction, vous obtenez moins 1 sur R2 fois la dérivée de la fonction, donc R point. Et c'est exactement ce qu'on a ici, moins 1 sur R2 fois R point, fois cette constante. Donc là, on a simplement réécrit cette équation sous la forme d'une égalité entre deux dérivées. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est supprimer les dérivées, entre guillemets, c'est-à-dire intégrer. Et pour faire ça, il faut faire attention, on peut avoir une constante d'intégration. Donc lorsqu'on intègre à gauche, on va avoir R point carré plus une certaine constante. Et puis lorsqu'on intègre à droite, on va avoir 4gm sur R plus une autre constante, mais on peut la rentrer dans cette constante-là gauche. Donc voilà notre première équation. On a réussi, vous voyez l'intérêt, c'est qu'on a réussi à passer d'une équation du deuxième ordre avec une dérivée seconde à une équation du premier ordre avec uniquement une dérivée première. Alors, encore faut-il déterminer cette constante grande C, mais heureusement on connaît les conditions initiales qui vont nous donner les conditions d'intégration et donc la constante d'intégration. La condition initiale, eh bien, c'est que les deux pommes à l'instant t égale 0 sont lâchées à une distance r qui vaut grand D, et puis elles sont lâchées avec une vitesse initiale nulle, on les lâche immobiles l'une par rapport à l'autre, donc R point vaut 0 à l'instant initial. Donc toutes ces conditions-là, on va pouvoir les injecter dans cette équation pour déterminer la valeur de grand C. Alors faisons ça. À l'instant initial, R point carré, ça vaut 0. Ici, la constante reste la même, donc on a que la constante est égale à 4gm sur R, et ici R, ça va être grand D à l'instant initial, donc la constante vaut simplement 4gm sur grand D. Et donc, si on réécrit cette équation générale avec la valeur de cette constante, en passant la constante de l'autre côté, eh bien, on obtient que R point carré est égal à 4gm, et je vais factoriser, 4gm facteur de 1 sur R, donc ça c'est ce premier terme, moins la constante qui est en fait 4gm sur D, donc moins 1 sur D. Et si on veut, on peut passer tout ça à la racine carrée. Alors la racine carrée de 4, ça va nous donner 2. Et puis on a la racine carrée de gm fois tout ça. La racine carrée de R point carré, ça nous donne R point à un signe près, ça pourrait être moins R point. Donc ici, on va réfléchir, est-ce que R point doit être positif ou négatif? Eh bien ça doit être négatif puisque les deux pommes s'attirent, donc la distance qui les sépare diminue au cours du temps. Donc finalement, R point est égal à moins 2 fois cette racine carrée. Alors cette équation, on a presque terminé, puisqu'elle nous donne l'évolution de la distance par rapport au temps. Le problème, c'est qu'elle nous donne cette évolution par rapport à la distance elle-même. Donc en fait, elle nous donne la dérivée d'une fonction par rapport à la fonction elle-même. Et ça, c'est un peu complexe à intégrer, surtout que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment la distance, mais plutôt le temps qui s'écoule. Ici, cette dérivée, R point, c'est la dérivée de R, la distance, par rapport au temps. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le temps qui s'écoule. Donc on aimerait plutôt avoir dt sur dr, combien de temps s'écoule lorsque les deux pommes se rapprochent d'une certaine distance. Et pour faire ça, eh bien, on va simplement inverser tout ça. En inversant dr sur dt, on obtient dt sur dr. Bon alors réécrivons ça. Lorsqu'on inverse, on obtient que dt sur dr est égal à l'inverse de tout ça, donc c'est égal à moins 1 sur 2 racines de gm racine de 1 sur R moins 1 sur D. Là, j'ai juste inversé.
Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est multiplier par dr des deux côtés, ce qui revient en fait à prendre la différentielle, et puis intégrer. Puisqu'on veut le temps total qui s'écoule entre l'instant initial et l'instant final. On intègre entre l'instant initial, lorsque les deux pommes sont espacées d'une distance grand D, jusqu'à l'instant final, lorsque les deux pommes sont séparées d'une distance qui vaut leur diamètre, petit d. Et donc ici, petit d. Et l'intégrale du temps, ça va nous donner simplement delta t, le temps total qui s'est écoulé entre l'instant initial et l'instant final. Alors on peut tout de suite inverser les bornes de l'intégrale pour pouvoir supprimer ce signe négatif. Ici, tout ça, c'est une constante, donc on peut la sortir de l'intégrale. Donc je vais réécrire tout ça en sortant la constante. Et maintenant, il faut simplement calculer cette intégrale. Alors, l'intégrale n'est pas forcément très simple à calculer. On va faire un changement de variable qui va nous permettre de faire ce calcul. Vous pouvez chercher par vous-même. Je vais vous donner directement le changement de variable pour que ce soit plus simple. Donc, ce qu'il faut poser, en tout cas une des possibilités pour résoudre cette intégrale, c'est de poser que r est égal à grand D fois le sinus carré d'une autre variable θ. Pourquoi ça marche? Eh bien, parce que le sinus carré entre 0 et 1, ça va nous donner quelque chose d'injectif. Et ici, on est bien entre 0 et 1, puisque petit d est positif. Donc on peut faire ce changement de variable sur tout le régime d'intégration. Alors lorsqu'on pose ça, on va voir que dr est égal à d fois la dérivée du sinus carré, donc ça donne 2 sinus θ cos θ dθ. Et on peut remplacer tout ça ici directement. Donc on va obtenir 1 sur 2 racines de gm fois l'intégrale. Donc le dr devient 2d sinus θ cosinus θ dθ sur, en bas 1 sur r, ça devient 1 sur d sinus carré θ moins 1 sur d. Alors ça paraît beaucoup plus complexe comme ça, mais on va voir que ça se simplifie grandement. Les bornes, elles changent, puisque maintenant on intègre par rapport à θ. Donc si on prend l'inverse, la réciproque de ça, ça nous donne que θ est le arc sinus de la racine carrée de r sur d. Et donc quand r valait grand D, r sur d ça vaut 1, donc racine de 1 ça vaut 1. L'arc sinus de 1 ça vaut pi sur 2, donc on intègre jusqu'à pi sur 2. Et lorsque r valait petit d, eh bien on remplace simplement r ici par petit d, donc on a comme borne inférieure l'arc sinus de la racine de petit d sur grand D. Alors faisons un peu de ménage. La constante ici 2d, on peut la sortir puisque c'est une constante. Le 2 va s'annuler avec le 2 qui est ici. En bas, pareil, on a un facteur commun qui est 1 sur d dans la racine carrée. Donc lorsqu'on le monte au numérateur, ça va donner racine de d en haut. Et puis cette racine de d, c'est une constante, donc on peut la sortir. En la multipliant par d, ça donne d à la puissance 3,5. Maintenant, on peut mettre tout sur le même dénominateur. On a 1 sur sinus carré θ moins 1, donc ça va donner moins sinus carré θ. 1 moins sinus carré θ, ça donne cos carré θ. On est bien dans le premier cadran du cercle trigonométrique. Si on trace le cercle trigonométrique, on intègre bien entre un tout petit angle ici, qui est la borne inférieure, ce arc sinus, et puis pi sur 2 qui est en haut. On intègre comme ça, donc le cosinus est toujours positif, donc la racine du cosinus carré, c'est le cosinus lui-même, ce qui va compenser le cosinus qui est au numérateur. Et puis ce 1 sur sinus carré dans la racine qui est au dénominateur, on peut le monter, et ça va simplement donner un sinus carré au numérateur. Donc si je réécris ça, on a l'intégrale de sinus carré θ dθ. Et vous voyez que ce changement de variable a effectivement bien simplifié l'intégrale, puisque cette intégrale, on sait la calculer assez facilement. Alors pour calculer l'intégrale d'un sinus carré, une astuce qu'il est intéressant de connaître, c'est que le sinus carré peut s'écrire comme 1 moins cosinus de 2θ sur 2. Alors pourquoi c'est pratique? Souvent, lorsqu'on intègre par exemple entre 0 et pi sur 2, le cos de 2θ
va s'annuler, puisque le cosinus va avoir une forme un peu comme ça, entre 0 et pi, donc ici pi sur 2, puisqu'on a 2 θ. Et donc tout ce qu'on intègre en positif ici va s'annuler avec tout ce qu'on intègre en négatif. Alors dans notre cas, on n'intègre pas à partir de 0, mais on intègre à partir d'un tout petit angle. Donc on va avoir une toute petite contribution qui fait qu'on ne peut pas négliger ce cosinus. Alors vous pouvez faire le calcul avec cet angle précisément, mais si on fait le calcul, on se rend compte en réalité que cette contribution est vraiment toute petite, elle est cubique. Et donc en particulier, si on fait le calcul avec 2 pommes qui sont espacées d'1 mètre, on obtient une différence de 0,1% dans le calcul, donc c'est vraiment très faible. Donc ce que je vais faire ici, pour simplifier, c'est de remplacer cet arc sinus par 0. Et ça marche en considérant que le diamètre d'une pomme est très petit par rapport à la distance qui sépare initialement les 2 pommes. Alors pourquoi ça nous aide? Eh bien, si on fait l'intégrale totale entre 0 et pi sur 2, cette fois-ci, le cosinus va bien entièrement s'annuler, et donc on peut le supprimer, et l'intégrale de sinus carré correspond uniquement à l'intégrale de 1/2. Ce qui veut dire que là, je peux simplement remplacer ça par 1/2. Sans oublier donc qu'à partir de maintenant, il s'agit d'une approximation. Et l'intégrale de 1/2 entre 0 et pi sur 2, eh bien ça donne pi sur 2, donc pi sur 4. Et voilà donc la formule finale du calcul qui nous dit quelle est la durée après laquelle les 2 pommes vont se rencontrer. À cause de notre approximation, on surestime très légèrement d'à peu près 0,1% puisqu'on néglige le diamètre des pommes et donc en réalité elles se rencontrent légèrement avant puisqu'elles ont un diamètre non nul. Alors on peut faire l'application numérique. Imaginons que nos 2 pommes ont une masse d'à peu près 100 grammes. Donc si on travaille en unité de système international, c'est 10 puissance moins 1 kg. Grand G, la constante de Newton, c'est à peu près 7 fois 10 puissance moins 11 en unité de SI. Et imaginons que la distance qui sépare initialement les 2 pommes, c'est 1 mètre. Donc 1 mètre. Alors si on fait l'application numérique, on va obtenir une durée qui fait pi fois 1 sur 4 fois la racine. Alors G, donc c'est 7 fois 10 moins 11 fois M, qui est 10 moins 1. Alors 10 moins 11 fois 10 moins 1, ça fait 10 moins 12. À la racine carrée, ça fait 10 moins 6. Et en le passant au numérateur, 10 puissance moins 6, ça donne 10 puissance 6. Maintenant, la racine carrée de 7, c'est à peu près 2,5. 2,5 fois 4, ça donne 10. Et pi sur 10, ça donne à peu près 3 dixièmes, donc ça donne à peu près 1 tiers. Et 1 tiers, c'est à peu près 0,3. Donc on se retrouve avec 0,3 fois 10 puissance 6, soit à peu près 3 fois 10 puissance 5. Et on travaille en unité SI, donc ce sont des secondes. Alors 3 fois 10 puissance 5 secondes, comment on peut le convertir? Eh bien, une grandeur qui est assez intéressante à connaître aussi, c'est la durée d'un jour en secondes. Un jour, c'est 86 400 secondes. Donc ça, c'est 24 heures fois 60 minutes par heure fois 60 secondes par minute. Et en fait, ça, c'est donc à peu près 10 puissance 5 secondes. Donc là, en fait, 10 puissance 5 secondes, c'est à peu près un jour. Et nos 2 pommes se rencontrent donc après environ 3 jours. Donc pour conclure, si on lâche 2 pommes immobiles dans le vide de l'espace et qu'elles s'attirent uniquement par leur gravité, si elles étaient au départ espacées de 1 mètre, elles vont se rencontrer après environ 3 jours. Donc on voit que la gravité des 2 pommes est relativement faible, mais elle n'est pas négligeable non plus si on s'intéresse à des durées qui sont de l'ordre de la journée. Et alors pour finir, si on avait voulu obtenir uniquement cette approximation, et pas tout ce calcul intégral précis avec le diamètre des pommes, eh bien on aurait pu faire une petite astuce, utiliser une petite astuce qui vient des lois de Kepler, en particulier de la 3e loi de Kepler, la loi des périodes, qui nous dit quelle est la période d'une orbite dans un système à 2 corps, comme celui qu'on considère, puisqu'on considère 2 pommes, donc 2 objets massifs, et donc ceci, c'est un problème à 2 corps qu'on peut résoudre avec les lois de Kepler. Alors nos 2 pommes, elles ont un centre de masse, qui a une masse totale de 2 fois la masse des 2 pommes. Et donc imaginons qu'on lance les pommes avec une certaine vitesse, eh bien chacune des 2 pommes va orbiter
autour du centre de masse. Alors l'orbite est un peu mal dessinée ici, mais il faut vraiment imaginer qu'on peut avoir toute une variété d'orbites autour de ce centre de masse. En particulier, cette variété d'orbites, eh bien, ce sont les différentes excentricités. On peut avoir des orbites qui sont circulaires autour du centre de masse. On peut avoir aussi des orbites plus étirées, plus excentriques, qui forment des ellipses. Et enfin, des orbites extrêmement excentrées, qui forment des ellipses très allongées, qui passent tout près du centre de masse. Et donc, dans le cas limite d'une excentricité infinie, on obtient une orbite où la pomme partirait en ligne droite, passerait juste à côté du centre de masse et puis reviendrait. Donc la période totale de cette orbite, ce serait 2 fois la durée que prend une pomme à rejoindre l'autre pomme au centre de masse. Donc en fait, cette durée delta t, eh bien, c'est donc environ, puisqu'on néglige encore une fois le rayon des 2 pommes, la période de l'orbite ici extrêmement allongée, divisée par 2. Et cette période, eh bien, elle est donnée par la loi de Kepler. Elle vaut précisément 2π fois d sur 2 à la puissance 3/2 divisé par la racine carrée de g fois la masse du centre de masse, c'est-à-dire 2m. Donc 2gm. Donc si on divise cette période par 2, on a un 2 en bas qui vient s'annuler avec le 2 qui est en haut. Le 2 puissance 3/2 au numérateur, eh bien on peut le passer en bas. Ça va donner 2 au cube lorsqu'on le rentre dans la racine carrée. 2 au cube fois 2, ça fait 2 puissance 4. Et lorsqu'on sort ça de la racine, ça donne 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Et ainsi, on se retrouve bien avec pi d puissance 3/2 sur 4 racine de gm, qui est exactement la même formule.